Bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, je suis de nouveau accompagné par Jean-Daniel Roux, ancien ambassadeur de la Suisse en Serbie, en Israël et en Turquie. L'ambassadeur Roux est aussi le fondateur du Centre genevois pour la neutralité et il est un des grands soutiens de l'initiative pour la neutralité, un référendum populaire sur lequel nous voterons probablement en 2026 en Suisse. C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Jean-Daniel, bienvenue. Bonjour, bonjour Pascal, très heureux d'être là à nouveau. Merci beaucoup pour ton temps et puis j'aimerais bien te demander, comment est-ce que tu vois notre, initiative sur la neutralité? Et je dis «notre» pas parce que je suis, lié avec l'initiative, elle-même, mais parce que je pense moi aussi que c'est une importante, initiative et quelque chose qu'il faudrait gagner. Comment est-ce que tu vois, l'initiative elle-même? Bon, mais d'abord, ce que je vois, c'est surtout la neutralité. Je pense que ce concept de neutralité est vraiment important dans le monde aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de la Suisse, mais il s'agit du monde. On a cru un moment que le monde pourrait être régi par le droit international et puis qu'il y aurait des règles appliquées pour un peu tout, que ça soit le commerce, que ça soit évidemment la résolution des conflits. Et puis, ben, on remarque aujourd'hui, depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est pas complètement nouveau, que c'est pas un système qui va dominer le monde dans les années à venir ou dans la génération à venir, qu'on est dans des logiques de rapport de force. Et qui dit logique de rapport de force dit grande puissance qui se partagent les zones d'influence entre elles. Et moi, je pense que pour l'avenir de l'humanité, vu les défis auxquels nous avons à faire face, que ce soit les changements climatiques, que ce soit les défis posés par les nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, par une nouvelle course aux armements avec l'émergence de systèmes d'armes extrêmement déstabilisateurs, aussi parce qu'ils sont animés par l'intelligence artificielle. Bref, pour faire face à tous ces défis, on ne peut pas compter sur les grandes puissances qui sont forcément en opposition, en contradiction, avec des intérêts croisés dont les relations sont marquées forcément par de la méfiance. Donc je pense que c'est indispensable pour le monde de demain, mais aussi pour la survie de l'humanité, d'avoir une masse critique de pays indépendants qui ne se réclament d'aucun bloc et qui peuvent avoir une pensée et une action indépendante qui soient soucieuses non pas d'intérêts particuliers, mais du bien collectif de la planète et de l'humanité. Donc pour moi, c'est dans ce cadre-là que se joue le débat sur la neutralité en Suisse. Parce que la Suisse a de la chance, elle a le privilège de pouvoir bénéficier d'un soft power important dans le monde, aujourd'hui encore, qui est lié à la neutralité. Si on montre le drapeau suisse au Botswana, en Colombie ou en Corée, les gens vont dire: «Ah, la Suisse, la neutralité». Il y a une association immédiate, émotionnelle, presque spontanée ou subliminale, entre le drapeau suisse que tout le monde connaît et puis le concept de neutralité. Donc je pense que si elle le souhaitait, si ses autorités le souhaitaient, la Suisse pourrait jouer un rôle de catalyseur pour justement amener une coalition d'États qui se réclamerait ni d'un bloc ni d'un autre, donc neutre ou non aligné est un concept un peu obsolète. Par contre, je pense que le concept de neutralité active redevient important dans le monde, pertinent, et la Suisse pourrait jouer un rôle moteur si elle le souhaitait. Et l'intérêt de cette initiative, c'est justement ça. C'est de redonner une crédibilité à la neutralité, mais aussi c'est de redonner une crédibilité et un rôle, une perspective à l'action internationale de la Suisse. Oui et tu le dis, alors si notre gouvernement le souhaitait, en fait, c'est ce qu'on a vu dans la Suisse, dans notre, heu,
l'approche du Conseil fédéral, selon moi, c'était plus une bonne conception de la neutralité, mais une partialité pour dans les intérêts d'une côté du conflit mondial qu'on voit maintenant. Comment est-ce que tu vois que l'initiative sur la neutralité pourrait justifier un peu les problèmes qu'on a maintenant avec l'interprétation de la neutralité du côté de notre gouvernement? Bon, je pense que notre gouvernement a adopté une attitude purement défensive, surtout à partir de février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, dans ce qui, en droit international, pour moi, est un acte d'agression. Et la Suisse a été immédiatement mise sous pression et elle a décidé de reprendre les sanctions. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu un épisode un peu bizarre où un jeudi, ils ont annoncé qu'ils ne reprendraient pas les sanctions, qu'on ferait ce qu'on a toujours fait, enfin ce qu'on faisait depuis 2014, c'est-à-dire qu'on prendrait des dispositions pour éviter le contournement des sanctions par la Suisse. Et puis le mardi, ils ont changé de position à 180 degrés et ils ont annoncé qu'ils reprenaient les sanctions. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce jeudi et ce mardi? On ne nous a jamais vraiment dit la vérité. On nous a pas, on a entendu dans les couloirs qu'il y avait eu des pressions, on ne sait pas exactement de qui, on ne sait pas exactement la nature de ces pressions. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une crainte à Berne, au Conseil fédéral, euh, qui a fait qu'on a pris cette posture, mais c'était défensif. C'était pour s'éviter des reproches, c'était pour s'éviter peut-être des pressions, peut-être même des sanctions. Je pense que comme citoyen suisse, en plus dans un pays qui connaît la démocratie directe, on a vu que le peuple suisse sait être très mûr dans ses choix, même quand il s'agit d'augmenter les impôts ou de diminuer les vacances. Donc, je pense on aurait le droit d'être traités comme des adultes et puis qu'on nous explique la vérité, mais ça, pour le moment, personne ne l'a fait. Donc, c'est cette attitude défensive qui continue à prédominer en Suisse. On a prétendu qu'on continue à rester neutre parce que, stricto sensu, si on regarde le droit de la neutralité, on ne produit pas un avantage militaire à l'Ukraine ou à la Russie. Donc, les conditions de la neutralité sont plus ou moins bien remplies. Mais dans un autre terrain d'action, un autre conflit, le conflit israélo, pas seulement palestinien, mais israélo-iranien, qatari, syrien, libanais et yéménite, et même la Tunisie est attaquée par Israël. Là, le problème se pose différemment, semble-t-il, puisqu'on continue à vendre des biens à double usage et à autoriser les investissements dans l'industrie militaire israélienne. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on viole le droit même de la neutralité. Bref, ce qu'on observe à Berne, c'est un manque de constance, un manque de clarté et surtout un manque d'indépendance dans la formulation d'une analyse de la situation et d'une politique. Et moi, je pense que ce débat sur la neutralité devrait aider nos dirigeants à avoir plus d'assurance en eux, à se sentir plus forts et puis à véritablement développer une politique qui soit neutre, mais surtout indépendante de toutes les pressions, de tous les courants qui arrivent à Berne. Les L'opposition sur, l'initiative, l'opponente, eux, ils disent que il ne faut pas il ne faut pas, créer des strictes définitions de la neutralité. Il faut que le Conseil fédéral peut interpréter la neutralité selon le besoin du jour. Hem, et puis l'initiative, en fait, elle veut, créer un framework, un cadre dans lequel le Conseil fédéral et puis nos directions peuvent se bougir. Quelle est ta interprétation? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on écrit une définition dans notre Verfassung, Dans la Constitution. dans la Constitution? Pourquoi est-ce qu'il faut une définition dans la Constitution? Bon, ben, je crois que la raison de ce débat, c'est que à cause
de la politique suivie par le Conseil fédéral, surtout depuis 2022, la crédibilité de la neutralité suisse a été gravement endommagée dans l'espace russe, mais aussi au Moyen-Orient. Donc, le but de cette définition, à mon avis, c'est de renforcer la position du Conseil fédéral et de restreindre sa marge de manœuvre. C'est le résultat, en fait, d'un Conseil fédéral qui a pris des décisions basées justement sur la défensive et sur la faiblesse. Si le Conseil fédéral avait résisté à ces pressions, si le Conseil fédéral était cohérent dans la mise en œuvre de sa politique étrangère, aussi vis-à-vis d'Israël, je pense que la question ne se serait pas posée. Si on avait continué le système d'éviter le contournement des sanctions qu'on avait mis en place depuis 2014. Mais là, le Conseil fédéral est apparu comme faible, comme trahissant un des fondamentaux de l'identité nationale, qui est la neutralité, c'est ce que beaucoup de Suisses ont perçu. Et donc, voilà, c'est le rôle de la démocratie directe et des citoyens de rappeler à ces autorités que le peuple est souverain. Le souverain, c'est le peuple. Et puis, quand ils prennent des décisions qui ne conviennent pas à une partie du peuple, eh ben, il faut restreindre leur marge de manœuvre pour qu'ils restent dans certaines limites. Moi, j'aimerais dire une chose qui me paraît particulièrement importante. Je sais qu'un des arguments des opposants, c'est qu'il ne faut pas restreindre la liberté d'action du Conseil fédéral. Ma perception, c'est plutôt le contraire. C'est que en mettant cette nouvelle disposition dans la Constitution fédérale, qui fixe des limites à ce que le Conseil fédéral peut faire, aux décisions politiques que le Conseil fédéral peut prendre dans certaines circonstances politiques, on le renforce. On renforce sa colonne vertébrale. Si vous avez dans la Constitution fédérale, demain matin, un article qui dit « La Suisse ne prend que des sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies » et qu'après-demain, vous avez l'Union européenne qui vient puis qui dit vous faites partie des démocraties comme nous, vous devez montrer votre solidarité avec les démocraties, donc prenez des sanctions. » Eh bien, le Conseil fédéral pourra dire « Écoutez, au nom de la démocratie, vous ne pouvez pas nous forcer à violer notre Constitution. » Mhm. Et par ailleurs, les sanctions, comme on l'a vu, elles ne servent à rien. Ce n'est pas des sanctions qui vont faire changer la politique russe vis-à-vis de l'Ukraine. Au contraire, peut-être même que les sanctions font plus de mal à ceux qui les prennent, c'est-à-dire à l'Union européenne, qu'à ceux qui sont les destinataires, c'est-à-dire les Russes. Donc, on aura un argument très fort pour résister aux pressions de nos amis. Oui, donc dans ce sens-là, et c'est aussi un but de l'initiative de donner au Conseil fédéral, à l'administration, encore des arguments pour, en fait, suivre une politique proprement neutre. C'est pas seulement qu'on change la voie, mais aussi qu'on renforce la crédibilité de ce chemin de l'avenir. Oui, oui, et puis non, puis je pense que ça serait une arme, une espèce de cuirasse presque, que le Conseil fédéral pourrait avoir pour résister Mhm. à ces pressions extérieures. Oui, mais le problème, c'est surtout qu'il y a des gens qui ne veulent pas résister, mais qui aimeraient à suivre l'idéal de l'Union européenne. Et puis, une chose que j'aimerais savoir ton opinion, c'est que les opponents, aussi sur la gauche, et puis moi, je suis un membre de la partie, parti social, des démocrates. Les Parti socialistes en socialiste. français. Le Parti socialiste, je paye chaque année mon membre. Et puis, ça me fait
ça me fait mal qu'il y a des gens dans la PS qui appellent l'initiative une initiative pro-Putin, pro-Poutine, avec l'idée que ça pourrait supporter les Russes si on ne prend pas des sanctions contre les malfaisants. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce niveau-là? Bon, je pense qu'il y a eu une vague d'émotions en Suisse, assez naturelle, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine, hein. Mm. Et puis ensuite, sur la base de ces émotions, évidemment, s'est développée une espèce d'analyse comme ça, à chaud, de la situation où il y a les bons et les méchants. Il y a les bons Ukrainiens qui sont les pauvres victimes, et puis il y a les méchants Russes qui sont les agresseurs. C'est évidemment une vision extrêmement limitée de, de, de la situation, parce que si on veut comprendre ce qui s'est passé en Ukraine, il faut peut-être pas remonter au XVIIe siècle. On peut peut-être parler du Holodomor, de cette espèce de génocide ukrainien commis par Staline. Mais surtout, il faut remonter à l'Union soviétique, à la fin de l'Union soviétique, aux tensions qui ont émergé en Ukraine depuis 1991 entre, disons, une attirance plutôt pro-russe, une attirance plutôt pro-occidentale, des résurgences historiques. Bref, c'est un système extrêmement complexe dans lequel on a vu ensuite une lutte d'influence entre les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Russie, s'exercer dans ce pauvre pays qui est devenu finalement le terrain de jeu où s'opposaient les intérêts des Russes et des Américains, et les Européens étant évidemment alliés avec les Américains. C'est un conflit de grande puissance par procuration. Ce n'est pas le petit qui se bat contre le grand. C'est un conflit de grande puissance par procuration, et l'essence même de notre neutralité, depuis Nicolas de Flux à peu près, mais certainement depuis le 19e siècle, c'était de dire on ne veut pas se mêler des conflits de grande puissance. Et on a réussi avec succès pendant la Première Guerre mondiale, on a réussi avec succès pendant la Deuxième Guerre mondiale, au prix de compromis pas très glorieux, il faut bien le reconnaître, mais on a réussi. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus réussir aujourd'hui? Est-ce qu'on veut vraiment se mettre dans un camp qui n'a pas nécessairement beaucoup plus raison que l'autre? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se battre pour le respect du droit international, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas condamner les crimes de guerre, bien sûr que non. On doit soutenir le travail de la Cour pénale internationale qui a inculpé Poutine, comme elle a inculpé Netanyahou. Ça, évidemment qu'on doit le faire. Mais il faut avoir la lucidité de baser notre politique sur une analyse juste. Et l'analyse juste, ce n'est pas de dire il y a des bons et des méchants. L'analyse juste, c'est de dire c'est un conflit de grande puissance. Notre intérêt, mais aussi l'intérêt de l'Europe, c'est qu'il y ait des pays comme le nôtre qui réussissent à rester au-dessus de la mêlée. Tu le dis très très bien en fait aussi. Moi, je pense qu'il faut absolument de baser notre analyse sur ce qui passe dans la domaine des grandes puissances. Par contre, il y a des gens en fait qui disent que c'est une initiative euh, qui va nous mettre en opposition de l'Union européenne et qui maintenant, la Suisse qui a aussi des problèmes sur le niveau des relations bilatérales avec l'Union européenne, il ne faut plus créer encore plus plus de friction. Comment est-ce que tu vois ça? Bon, mais là, je pense que c'est de nouveau un argument qui est dicté sur la peur et sur un argument défensif. Moi, je pense que pour construire un bon argument, une bonne politique, il faut, au lieu de voir nos faiblesses, il faut voir nos forces. Or, dans notre relation avec l'Union européenne, on a une force extraordinaire. D'abord, comme employeur, nos entreprises suisses, employeurs des Européens en Europe. Ensuite, comme employeur d'Européens, Français, Italiens, Allemands qui traversent la frontière tous les jours. Ensuite,
comme économie parfaitement intégrée dans l'économie européenne, avec des relations de dépendance aussi. Dire, moi, j'habite une région ici, le Jura, où une des grosses activités, c'est de travailler comme sous-traitant pour l'industrie automobile allemande. Alors évidemment, on a intérêt à ce que l'industrie automobile allemande ou française continue à progresser, mais la dépendance, elle va dans les deux sens. Donc de croire que si l'initiative est acceptée, l'Union européenne va quoi, prendre des sanctions contre nous? Non. La clé des relations avec l'Union européenne, c'est les bilatérales, c'est le nouveau paquet d'accords. Et puis là, pour moi, c'est un débat qui est séparé. Ce n'est pas le même débat. Nous parlons là d'un débat sur le rôle de la Suisse dans le monde, pas seulement en Europe, mais dans le monde. Puis effectivement, on est confronté à deux options. On peut s'aligner sur Madame van der Leyen et puis les Allemands et les Français, ce qu'on a refusé de le faire depuis toujours, mais on peut tout d'un coup accepter ça. C'est peut-être, quelque part, c'est peut-être plus facile. Il y a moins besoin de réfléchir. Mais évidemment, ça serait renoncer à un rôle dans le monde, hein, que la Suisse a eu, une notoriété, un soft power, une influence bien au-delà de sa taille, que la Suisse a eu pendant, en tout cas pendant les périodes d'après la guerre froide. Évidemment, si le peuple suisse veut ça, si on veut devenir une espèce de Luxembourg des Alpes, why not, hein? Je veux dire, on va pas vivre beaucoup plus mal, mais ça sera la fin du rôle particulier et utile que la Suisse a pu jouer dans le monde à travers sa tradition de neutralité, sa tradition humanitaire, un centre pour le multilatéralisme à Genève, qui n'existerait pas si on n'avait pas la neutralité. Donc c'est un choix important, c'est un choix identitaire pour la Suisse, effectivement, et pour sa place dans le monde. Et pour revenir encore une fois sur notre conseil fédéral, il me semble maintenant qu'on a un problème, c'est que, le conseil peut en fait, a aller dans une direction comme il veut. On a cette discussion, on avait eu l'information il y a 2 années, que le conseil fédéral a parlé avec avec l'Autriche et puis avec, l'Allemagne sur le Sky Shield. Et puis on sait qu'on a signé un mémorandum, Memorandum of Understanding, que la Suisse et l'Autriche vont participer dans le Sky Shield. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu ce mémorandum et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans. Le Conseil fédéral nous dit qu'il a inséré des réservations à côté de notre neutralité, mais on ne sait pas quels sont ces détails-là. Et puis, est-ce qu'il te aussi semble qu'on a maintenant, qu'on est dans une situation où notre administration se prend des très, très grandes libertés sur le futur aussi de la sécurité de la Suisse. Ah, mais ça, on le voit dans différents domaines, mais toujours liés à la sécurité. Euh, Évidemment, donc là, tu mentionnes un exemple, mais parlons de toute la coopération militaire qu'il y a avec l'OTAN. Je ne Oui, suis pas sûr oui. que le peuple suisse ait la vue d'ensemble de toutes les coopérations militaires qui existent avec l'OTAN. Et ce qui est certain, c'est que ces coopérations militaires n'ont pas été sanctionnées, ni par un vote populaire, même pas probablement par un vote du Parlement. Donc, il y a vraiment un déficit de démocratie dans la construction et la mise en œuvre de nos politiques de sécurité. C'est la même chose avec Israël. Il y a un organe de presse, un magazine en ligne alémanique qui s'appelle République, qui a publié un article la semaine dernière qui s'appelle Est-ce que vraiment il n'y a pas de coopération militaire entre la Suisse et Israël? Mmh. Et ils ont fait une recherche remarquable, parce que personne ne nous a jamais dit ça. Personne, enfin, le gouvernement n'informe pas là-dessus. Le gouvernement prend ses décisions sans consultation de la population ou même plus souvent du Parlement. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a une coopération militaire extrêmement étroite. Et puis, il y a toutes sortes d'exemples. Et puis, mais juste un chiffre, un. Ils ont obtenu du département de la Défense
l'information sur le nombre de visites officielles suisses, donc de militaires suisses, d'employés du département militaire suisse en Israël au cours des 12 dernières années. Plus de 1200 Non. voyages officiels. Ce qui fait donc une moyenne de 100 voyages par année, ce qui fait une moyenne de 2 voyages officiels par semaine. Si ça, ce n'est pas une coopération militaire intense, je ne sais pas ce qu'il faut. Et puis, il y a plein d'autres exemples, évidemment, aussi dans les achats d'armement et tout ça. Donc voilà, donc on a ce déficit d'information, qui est à mon avis un déficit démocratique. Il y a justement des F-16 qui passent en dessus de chez moi. Je ne sais pas si on entend jusqu'à Tokyo. On n'entend rien, mais voilà, quand on parle de la sécurité, de la politique de la sécurité, il y a des F-16. C'est aussi un des problèmes, n'est-ce pas, quand maintenant on pense, lors de notre administration, on le voit dans le ministère de la Défense, la, la coopération, on la pense seulement dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne. La coopération n'est plus penser, ne plus imaginer euh, ailleurs aussi avec des autres puissances. Alors, selon moi, c'est un grand problème qu'on maintenant conceptualise la sécurité suisse seulement avec des partenaires d'une côté. Alors, c'était des F-18, hein, j'ai dit F-16, Ah, évidemment, je me suis trompé, c'est évidemment des F-18 en Suisse. on ne compte plus. Bon, alors, euh, bon, je pense pas qu'on va développer une coopération militaire avec la Russie. D'ailleurs, ça serait une violation de la neutralité, comme on viole notre neutralité avec Israël. Moi, ce que je pense qui serait dans notre intérêt, c'est quand même d'essayer de maintenir des capacités propres, en tout cas dans certains domaines, donc des capacités industrielles dans le domaine militaire. Et puis pour ça, c'est indispensable de travailler avec l'Union européenne, surtout l'Union européenne. Mais pas dans un sens où on achète des produits de l'Union européenne, mais d'avoir une coopération industrielle avec l'Union européenne, euh, comme on a des coopérations dans le domaine de la pharma, dans le domaine des machines, dans tous les domaines. C'est une coopération, vu les défis technologiques, ça me paraît indispensable et je ne crois pas que ça soit contraire à la neutralité. Ceci dit, quand on peut diversifier, il faut diversifier. Et j'aimerais donner un exemple. Vous avez eu, je crois que c'était début novembre, une grande délégation britannique dirigée par le Premier ministre s'est rendue en Turquie pour signer un gros accord de coopération militaire entre le Royaume-Uni et la Turquie. La Turquie est un pays émergent qui investit beaucoup dans l'industrie de défense, notamment les drones, hein. Au début de la guerre en Ukraine, ils vendaient des drones à l'Ukraine tout en faisant de la médiation avec la Russie d'ailleurs. Euh, Pourquoi la Suisse, obsédée par les capacités technologiques d'Israël ou des États-Unis, ne pourrait pas développer des coopérations dans le domaine de la défense avec des pays émergents? Alors là, j'ai parlé de la Turquie, mais j'imagine que la Corée du Sud pourrait aussi avoir des choses à nous offrir, ou d'autres, hein, ou d'autres. Mais effectivement, essayer de diversifier, essayer d'élargir, ce qui nous permettrait aussi d'avoir des horizons plus larges et de développer d'autres types d'influence et de coopération avec ces pays qui investissent beaucoup d'argent dans l'innovation aussi. Oui, c'est un très bon point. Et puis finalement, pour toi comme diplomate, est-ce que tu penses que cette initiative pourrait aussi renforcer la diplomatie suisse? Donc pas seulement la politique en extérieur, mais aussi ce que vous, les ambassadeurs, faites en ailleurs de la Suisse. Bon, je crois qu'il y a aussi une disposition dans l'initiative et surtout dans le contre-projet. Moi, je pense qu'il faut voter oui aux deux, hein, d'ailleurs, parce que D'accord? le contre-projet demande d'accroître les activités médiatrices de la Suisse. Oui. Voilà. À mon avis, Et puis le à mon avis, contre-projet, le contre-projet n'est pas encore sûr que ça va être sur le bulletin finalement, parce que le Conseil national n'est pas encore fini avec le débat, n'est-ce pas? alors j'espère qu'il y aura le contre-projet personnellement, parce que je trouve que le contre-projet, c'est mieux que rien. Maintenant, moi, je propose de voter oui aux deux. Alors d'abord, pour ce qui est du rôle de la diplomatie suisse, ben, évidemment,
Si la neutralité fait l'objet d'un soutien populaire assez fort pour avoir une nouvelle disposition constitutionnelle, bah, ça va évidemment renforcer notre image et notre rôle dans le monde. Parce que je pense que le genre de neutralité que la majorité des Suisses veulent, ce n'est pas une neutralité passive, mais c'est une neutralité active. C'est une neutralité qui essaye de contribuer à la solution des conflits et des grands problèmes mondiaux. Donc, évidemment. Et puis, si le contre-projet passe, ou même l'initiative, il faudra quand même que le Conseil fédéral en tire les conséquences en termes de ressources. Parce que si on se fait dépasser dans le domaine de la médiation depuis de nombreuses années par la Norvège, le Qatar, les Émirats arabes, la Turquie et d'autres, c'est aussi parce qu'on n'investit pas assez d'argent. Je crois que le budget pour les activités de promotion de la paix, démocratie, médiation, c'est quoi? C'est autour de 80 millions par année, peut-être même un petit peu moins. C'est de loin pas assez et c'est de loin inférieur à ce que d'autres pays dépensent. Donc on n'a pas réussi ou on n'a pas voulu créer une vraie force de frappe en termes de médiation. Maintenant, évidemment, quand on compare les budgets militaires avec les budgets de la promotion de la paix, c'est ridicule. Avec quoi, le prix des F-35, les 30 milliards donnés à l'armée, et puis là, on donne finalement très peu d'argent pour ces activités-là. Donc j'espère que si le contre-projet, à supposer qu'il soit sur le bulletin, où l'initiative passe, j'espère que ça résultera aussi en une augmentation, mais massive, des investissements dans les activités suisses de promotion de la paix. Oui, tout à fait. Il faut investir dans la paix, il faut investir dans la neutralité. Jean-Daniel Roux, les gens qui veulent te trouver, où est-ce qu'il peut aller pour ce que tu écris et puis sur les travaux que vous faites dans le centre? Alors d'abord, on a un website, hein, on a un site internet. Faut taper GCN, Geneva Center for Neutrality, et puis ensuite on arrive sur le centre. genevaneutrality.ch, je crois. Je vais Voilà. mettre le lien dans la Oui, description du s'il te vidéo. plaît, mets le lien. À part ça, moi j'écris toutes les semaines sur des sujets de politique internationale où j'essaie de refléter ma vision de ce qui se passe au Soudan, au Proche-Orient, en Ukraine. Cette semaine, c'était sur le G20 et Trump qui ne va pas au G20. La semaine dernière, c'était sur le Soudan. La semaine avant, c'était sur ce qui se passe dans les Caraïbes, avec le Venezuela, la Colombie et le déploiement militaire américain dans cette région. Donc ça, je pense que si on veut développer une vision, essayer de développer une vision de la géopolitique du monde qui ne soit pas partisane, les gens peuvent aller lire mes articles qui paraissent tous les jeudis dans la Weltwoche. Pour ça, je ne sais pas si ça va plaire au public socialiste, et dans le quotidien jurassien en français. La Weltwoche publie encore des opinions de tout le spectre, de la gauche, de la droite. C'est encore Alors moi, ce n'est pas des papiers d'opinion, c'est vraiment des papiers où j'essaye d'analyser un sujet qui me paraît important du point de vue c'est géopolitique vrai. dans Oui, oui. l'histoire du monde actuel. Et je toujours aime des interprétations, des analyses. Donc, tout le monde allait trouver un Jean-Daniel Roux dans la Weltwoche et puis sur le centre Geneva Center for Neutrality. Et dans Jean-Daniel le quotidien jurassien. et dans le quotidien jurassien. Tout le monde. Le Jean-Daniel Roux, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal.